Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle interview des créatrices de l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, j'ai la chance d'accueillir et d'être accueillie en fait par Isabelle Chevalier. Bonjour Isabelle. Bonjour. Donc Isabelle, je l'ai rencontrée lors d'une formation et j'avais envie de vous l'interviewer pour qu'elle puisse voir aussi le cheminement particulier qu'elle a vécu, puisqu'on a une similarité, c'est qu'on a quitté la fonction publique. Et je trouve que son parcours est très inspirant et la suite de son parcours est aussi très inspirant. Pour rappel, les intentions de ces interviews, c'est de permettre la réflexion aux femmes qui, peut-être toi qui nous regardes, est en train de te dire « Est-ce que je suis le problème? Est-ce que c'est mon employeur le problème? Ou est-ce que c'est le salariat le problème ?» Donc avec ces interviews, il y a un éclairage du cheminement qui permet de se poser ces questions-là. Et ces interviews ont aussi l'intention de rassurer si tu es sur le début de la création d'entreprise, premier jour, première semaine, premier mois, et que tu te demandes si c'est normal de vivre tout ce que tu vis dans ta tête en termes de peur, de doute, de croyances. Et voilà, on traverse toutes les mêmes choses, donc c'est rassurant. Et les trucs et astuces et stratégies des personnes que j'interviewe sont des fois des choses qui permettent de déclencher un passage à un niveau supérieur. En tout cas, c'est ce que j'espère. Isabelle, je t'ai rencontrée lors d'une formation avec HEC Paris, un programme dédié aux créatrices d'entreprises, et j'ai été bluffée par ton parcours. Donc tu as quitté l'Éducation nationale, tu vas nous en parler, pour investir dans une dans une entreprise de marketing de réseau, Victoria, dont on voit le logo derrière. Et dans cette semaine-là, tu avais aussi un autre projet qui te titille, donc tu en parleras si tu en as envie. En tout cas, tu aimes la vie et tu as envie d'en profiter, notamment professionnellement. Donc, est-ce que tu peux te présenter un peu plus que ce que je viens de faire ? Oui, tout à fait. Donc, je m'appelle Isabelle Chevalier. J'ai passé 10 ans à enseigner dans l'éducation nationale. J'étais professeure des écoles. C'est quelque chose que j'avais choisi. Vraiment, c'était un métier que j'avais choisi par un peu vocation. J'aime transmettre. C'est quelque chose qui me fait vibrer. Les hasards de la vie personnelle, par contre, ont fait qu'à un moment donné, j'ai dû mettre en pause mon activité d'enseignante pour raison de mutation qui ne venait pas. Et à cette occasion, j'ai découvert par hasard le secteur de la vente à domicile que je ne connaissais pas du tout et dans lequel je me suis découverte épanouie et dans lequel j'ai fait carrière en fait au final pour décider quelques années plus tard de ne plus jamais revenir dans l'éducation nationale. Ça a été un grand saut dans le vide, mais on va sans doute en reparler un petit peu plus tard. Alors oui, je suis quelqu'un qui a toujours mis le projet dans la tête et qui n'aime pas quand ça va doucement et quand rien ne se passe. Donc je me suis lancée à corps perdu dans ce projet et sans doute à l'avenir dans d'autres choses aussi. Super. Tu en as parlé, tu as quitté l'Éducation nationale. Est-ce qu'il y a eu un déclic, un événement particulier pour te dire qu'il fallait quitter? Indépendamment de la mutation, est-ce qu'il y a eu un cheminement intérieur qui de toute façon faisait que tu aurais passé le cap? Sincèrement, je pense que si l'opportunité s'est présentée d'elle-même, puisque pendant ma disponibilité, où je ne travaillais pas pour l'Éducation nationale, je voulais travailler, je voulais faire quelque chose parce que j'aime ça. Et je suis tombée par hasard sur cette vente à domicile qui me paraissait être exactement mon besoin. C'était flexible, ça pouvait s'arrêter quand je voulais si j'étais mutée. Donc c'était parfait. Puis il y avait un métier de contact, moi c'était ce qui me convenait aussi. Donc j'ai pris cette décision de commencer. Il faut savoir qu'après j'ai quand même mis 5 ans à être mutée. Donc pendant ce temps, la vie a continué. J'ai géré mes frustrations, mes colères de ne pas être mutée. J'ai beaucoup avancé sur mon chemin personnel. J'ai commencé à apprendre à prendre ce qui se présentait sur mon chemin, chose que je ne savais pas du tout faire quand j'étais dans mon métier d'enseignante. Tout était contrôlé, décidé. Là, j'ai du coup dû lâcher prise beaucoup plus et accepter ce qui se présentait à moi. Ensuite, en fait, au bout de 5 ans, j'ai été mutée. Je suis retournée enseigner. Et c'est là où la cassure s'est faite. Ah oui, voilà. Si je me rappelle bien, il y a eu une visite d'un inspecteur à la fin de la première journée ou au tout Non, c'était au bout de 3 mois. Non, 3 mois, voilà. D'accord. Quand on est enseignant et qu'on mute, on est obligatoirement inspecté au bout de 3 mois. Et en fait, cet inspecteur a eu une posture adorable. Incroyable.
et valorisante sur le fait qu'à un moment, il t'a coaché sur le fait c'est quoi que tu aimes, quoi. Enfin, raconte Oui. l'entretien, j'ai trouvé ça génial. En fait, il est venu m'observer dans ma classe. Il avait mon dossier historique et au moment de l'entretien, il a commencé en me disant Madame Chevalier, vous me dites ce qui ne va pas. Donc j'étais assez surprise parce que je ne m'attendais pas du tout à cette question. Moi, j'avais tout fait pour faire bonne figure, hein. Et il m'a dit écoutez, j'ai lu votre dossier, je vous ai vu ce matin, ça n'est pas la même personne. Et donc là, effectivement, j'ai ouvert les vannes et je lui ai expliqué tout ce qui s'était passé dans ma vie pendant les 5 années de disponibilité, ce que j'avais découvert, etc. Et il m'a dit clairement, mais écoutez, on avait une enseignante de qualité, on n'a pas été capable de lui offrir des conditions de travail en adéquation avec sa vie personnelle, eh bien, si vous avez un autre projet, il faut le faire. Et donc, il m'a mis vraiment le pied à l'étrier. Tout ça s'est passé juste après un voyage que j'avais gagné avec Victoria, où justement ma directrice générale à l'époque m'avait dit un petit peu la même chose. Nous, on sait qu'on va bien travailler avec toi, donc si c'est pas possible aujourd'hui, ce sera peut-être possible plus tard. C'est toi qui vas le décider et c'est toi qui auras les cartes en main. Donc en fait, voilà, ces deux personnes-là, à ce moment-là, m'ont donné les briques pour oser prendre cette décision, effectivement, qui était... Toi, ta décision, tu dirais quand même qu'elle était prise quand ta mutation a enfin été décidée et que tu as repris, que tu as eu un poste. Toi, tu t'étais dit, c'est bon, c'est reparti sur l'éducation nationale et je mets le reste de côté, ou qu'est-ce qui se passait en toi, en fait ? Alors, en fait, le jour où on m'a appelée pour me dire, vous êtes mutée, il faut y aller lundi, voilà, je ne savais pas vraiment si j'étais contente ou pas. Parce que Choc ? oui, je venais d'accepter de prendre le poste à responsabilité que j'ai aujourd'hui chez Victoria. D'accord. Et du coup, en fait, j'ai eu ce sentiment une nouvelle fois d'être un petit peu le pion de l'éducation nationale. Ouais. C'est-à-dire que voilà, on t'a fait attendre pendant 5 ans, mais là, demain, il faut que tu y ailles. Parce que c'est maintenant, c'est pas tout ce que j'avais construit, tout le chemin que j'avais fait. Il n'y avait aucun signal qui disait que tu allais être bientôt... Non, vraiment pas. Aucun. Okay. Ça a été très, très rapide. Et donc, du coup, j'ai... Ce qui était étrange, c'est ça, je l'annonçais à mon entourage. Oh, génial, tu dois être contente, t'es enfin mutée. Et moi, j'avais le sourire crispé parce que je ne m'autorisais pas à dire que j'étais pas contente. Parce que c'était pas politiquement correct de pas être contente, en fait. Mais j'étais vraiment cassée à l'intérieur. Et donc, le fait que la direction de Victoria me dise à ce moment-là, eh bien, on te laisse le choix, c'est toi qui vas décider. Ça m'a déjà enlevé un poids. Et après d'avoir rencontré cette personne qui, au sein de l'éducation nationale, quelque part m'autorisait à prendre cette décision également, je suis rentrée chez moi, j'en ai parlé à mon mari et je lui ai dit voilà ce qui s'est passé. Il me dit j'ose pas te le dire, mais en fait, depuis que tu as repris, effectivement, tu n'étais plus la même, tu étais toute C'est-à-dire que les 3 mois... J'ai serré les dents pendant 3 mois. D'accord. Vraiment. Tu le voyais, toi ? Je le sentais, mais je n'osais pas me l'avouer, en fait. Effectivement. D'accord. Parce que j'étais pas bien, j'étais en conflit interne, vraiment, vraiment. Est-ce que tu dirais que ta famille, tes plus proches en tout cas, étaient capables mieux de te voir mieux que ce que toi tu voyais ? Mon mari, sans doute. Mais il ne te l'a pas verbalisé. Non, en fait, il aurait pu laisser passer peut-être encore des semaines ou des mois. Oui. Bon, peut-être qu'à un moment, il aura appuyé dessus, mais oui. Après, voilà, il s'autorisait aussi à se dire que c'était peut-être une période de transition. Hein. On a tous aussi besoin de s'adapter parfois. C'est ça. Donc, au bout de 5 ans, il s'en est passé. Donc, voilà. D'accord. Mais effectivement. Tu dirais que sans ces personnes, tu serais restée dans l'éducation nationale ? Sans ces 2 personnes ? Très certainement. Peut-être pas aussi longtemps que jusqu'à aujourd'hui. Mais je serais certainement restée, oui, ça c'est sûr. D'accord, donc c'est effectivement l'autorisation de 2 personnes avec une autorité, enfin aussi bien chez Victoria que l'inspecteur d'académie qui représente une autorité, qui t'a ouvert les vannes de dire moi aussi j'ai le droit maintenant de ne plus être ce fameux pion, je vais jouer pour ma partie à moi maintenant. Ouais, j'ai le droit de décider vraiment ce que j'ai envie de faire, même si ça semble risqué aux yeux du monde. Voilà. C'est ça. Est-ce que
les 5 ans que tu avais déjà vécu chez Victoria, tu étais déjà une entrepreneuse dans ton esprit? Ou c'est vraiment parce que ça y est, tu as fermé la porte de l'éducation nationale que tu t'es autorisée à ouvrir d'autres choses, d'autres compétences, d'autres qualités? Non, je pense que je l'ai toujours été. D'accord. Même déjà au sein de l'éducation nationale, en fait, ça a toujours été. J'ai toujours pris en charge, pris beaucoup d'initiatives, impulsé beaucoup de projets dans D'accord. les écoles où je suis passée. Et oui, j'aime bien quand ça bouge. Et dès que je suis rentrée chez Victoria, tout de suite, j'ai mis en place des événements. Vraiment, j'ai mis en œuvre assez rapidement tout ce que je pouvais. Je me suis formée au plus vite pour vraiment essayer de faire fonctionner. Et puis, si on m'avait proposé ce poste à responsabilité, c'est que ça avait quand même déjà démarré. Bien sûr. Pendant ces années-là. Donc, tu as toujours été entrepreneuse dans l'âme, comme on Oui, dirait. oui, je Enfant, pense. tu te serais vue dire je vais être entrepreneuse? Non, enfant, j'étais maîtresse d'école. Je ne jouais qu'à ça, mes peluches. J'avais des carnets avec les notes des peluches qui avaient des prénoms de Santa Barbara. Donc voilà mon enfance, grosso modo. Donc, tu as quand même assouvi et vécu Oui, ce oui. rêve d'enfance, mais il n'était pas vraiment toi. Mais en fait, oui, c'est que tout de suite, dès que j'étais petite, je crois, je me souviens avoir senti que j'avais une facilité à analyser, à comprendre et une facilité à le transcrire aux autres, en fait. Transmettre. Voilà. D'accord. En fait, dès toute petite, j'ai toujours, aussi loin qu'ils m'en souviennent, aidé les copains en classe et trouvé les mots pour leur expliquer, etc. Et c'était ce qui me faisait... ce pourquoi je sentais que j'avais quelque chose. Et du coup, l'enseignement m'a semblé un chemin tout tracé. Pour assouvir ces besoins-là et qui se ces passait bien. compétences-là. Comment dire? Je sais pas, quand je t'entends, j'ai l'impression que tu n'as pas vécu spécialement d'obstacles, en fait. Oula. Interne, si beaucoup. Interne. Contre quoi tu as dû lutter alors? Alors au départ, il a déjà fallu que je me libère de beaucoup de colère parce que quand je n'ai pas obtenu ma mutation au tout départ, j'ai vraiment été dans la colère, dans la revendication. Contre le système? Oui, oui, oui. Je faisais des courriers toutes les 5 minutes, j'allais manifester devant le rectorat, j'étais de toutes les guerres. Mais j'étais en colère, voilà. Et la colère ne fait pas du bien au corps, hein. Donc ça, j'en ai pris conscience après quelques temps et quelques petits déboires corporels. Donc j'ai fini par accepter la situation. Tu t'es fait accompagner ou oui. c'est... D'accord, c'est pas juste toi, ton travail intérieur en fait, c'était un ostéopathe qui est éthiopathe aussi, qui m'avait accompagnée et sur l'émotionnel beaucoup. Qui m'a fait prendre conscience de ça, de cette colère qui était en train de me ronger et de la nécessité d'accepter la situation et d'en faire quelque chose que j'avais envie quand même. D'accord. De reprendre les rênes sur ça. Donc c'est pour ça que je me suis investie dans l'activité Victoria qui m'apportait beaucoup à titre personnel en termes de reconnaissance, en termes de fonctionnement humain. Beaucoup plus que ce que j'avais vécu dans l'éducation nationale par le passé. Et donc ça a été vraiment la première étape. Et la deuxième étape, ça a été de m'affranchir clairement des attentes des autres. Parce que, j'étais fonctionnaire, c'était le Saint Graal quelque part. Dans ma famille de gauche, tu avais réussi. De génération en génération. Faire accepter le fait que j'allais quitter l'éducation nationale. Mon mari l'a accepté hyper facilement, en fait. Franchement, ça a été déjà une grande aide parce que je pense que sans son soutien, ça aurait été encore plus difficile. Mais j'ai dû effectivement apprendre à fort argumenter sur faites-moi confiance. Argumenter ou lâcher prise là aussi? Il a fallu que tu argumentes? Tu n'as pas dit ils pensent ce qu'ils veulent et... Ah non, je suis dans l'argumentation. D'accord. Moi, j'ai dû... Au début, j'ai essayé d'argumenter. Après, j'ai lâché prise. Et j'aurais dit de toute façon, l'avenir le montrera. Le montrera en fait. Mais ils avaient déjà vu les 5 ans avant? Oui. Alors, Mais c'était en attendant les 5 ans avant.
Ah oui. Donc c'était presque une occupation, quoi. Enfin, Même voilà. s'il te voyait heureuse Oui. et en train de réussir en plus, Oui. mais non, l'éducation nationale restait le Saint Graal. Voilà, elle pensait que c'était peut-être que moi aussi, à l'époque, je me disais, de toute façon, c'est bien en attendant. En fait, ça peut pas être une vraie vie. Oui, tu t'étais Oui, je m'étais persuadée de ça aussi. auto-contrainte aussi, parce que et puis oui, ne serait-ce que mes collègues, mes anciennes collègues, non mais Isabelle, on ne démissionne pas de l'éducation nationale. C'est ça. Vraiment, on me l'avait dit clairement dans ces termes-là, Ouais. une ancienne directrice. Donc oui, c'est pas... On a des ressources pour en partir. Il a dû faire... J'ai dû me battre par rapport à tout ça. Et puis sauter la prise de risque de se dire que j'avais ma paye qui tombait tous les mois et que là, il fallait que je me lève tous les matins pour aller chercher ce que j'aurais à la fin du mois potentiellement. Ça veut dire que toi, tu as dû lutter contre cette peur du manque financier ? Le manque financier... Tu étais déjà dedans depuis 5 ans, puisqu'en disponibilité, il n'y a rien. Pendant 5 ans, pendant 5 ans, j'ai développé Victoria, mais j'avais fait aussi plein de petites choses. J'ai toujours eu un revenu, j'ai donné des cours de physique, de maths, de musique, j'ai fait plein de choses en fait. Et donc, je savais que je pouvais trouver des moyens de gagner de l'argent, mais là, c'était en attendant en fait aussi. Il y avait cette certitude d'un jour revenir à quelque chose de fixe dans le salaire. Alors bon, mon mari a des revenus conséquents, mais c'est pas moi. Donc l'indépendance financière en tant que femme, tu y tiens. Moi, c'était important quand même pour moi de participer et de pouvoir être autonome de ce côté-là. Donc oui, mais il est vrai que quand j'ai vraiment pris la décision, je savais quand même ce que je pouvais gagner à travers Victoria. J'avais déjà fait une petite expérimentation qui n'était pas négligeable pour me dire, je vois le potentiel de ce qu'il y a derrière. Ce qui est étonnant, c'est que beaucoup de femmes, pour se lancer, ont du mal à se dire, il faut que je me vende. Mais pour un fonctionnaire, c'est encore pire parce qu'on est un numéro matricule, on n'est pas à se vendre, souvent on est caché, alors maintenant les noms apparaissent, mais souvent le fonctionnaire est caché dans les courriers, dans toute communication. Et là, il a fallu que tu te mettes en lumière et que tu te vendes. Tu avais ces compétences en toi ? Je pense. Je pense qu'enfin j'ai pu les exprimer quelque part en fait. D'accord. Tu joues à la petite marchande aussi à côté de la maîtresse d'école ou pas ? En fait... Là aussi, c'est une autorisation ? Eh bien, franchement, ça s'est fait tellement spontanément que là, pour le coup, je me rappelle de ma première vente où vraiment, on m'avait pas formée. En plus, on m'avait dit, tiens, prends les bijoux, c'est avant Noël. J'étais allée chez ma belle-mère à l'époque. Elle avait invité un peu de monde. Et je me rappellerai toujours à la fin, elle me dit, alors on dirait que tu as fait ça tout le temps. Ta belle-mère ? Oui. D'accord. T'es hyper à l'aise quand tu... Enfin, voilà, la posture. Elle voyait pas... Elle me dit, on se rend pas compte que tu débutes et que... Excellent. Voilà. Donc, et je trouve ça... Alors, ça va être peut-être surprenant pour certains. Je trouve pas ça très différent de proposer un produit dans l'idée que le produit que je propose, j'y crois et il me plaît. Attention, on reste là-dedans quand même. Je trouve pas ça très différent du fait d'emmener les enfants avec moi à apprendre des choses. D'accord. Dans la posture, pour moi, je trouve pas ça très différent. Et je sais que si ça fonctionne très bien pour moi en termes d'activité de vente, c'est parce que j'ai cette même posture d'écoute, de compréhension de la personne qui est en face de moi, de proposition, toujours dans la bienveillance et pour elle en fait. Et vraiment... Ça veut dire que tu forces pas les gens. En fait, comme toi, tu es convaincu par le produit, que tu sais qu'il est de qualité. Je sais le mettre en avant, je connais ses points forts, je sais... Oui, toi-même, tu les mets, enfin, je les porte, tu aimes ça. Je les porte et je sais en fonction des clientes ce que je peux leur proposer et ce que je leur conseille pour qu'elles soient satisfaites de leur achat. Ça veut dire que tu passes par une phase d'écoute de qui elles sont, de ce qu'elles aiment, de ce qu'elles veulent, voire tu les aides à imaginer ce qu'elles ont besoin pour peut-être les fêtes de Noël par exemple, et comme elles se sentent entendues, elles te font confiance et en fait c'est même plus un achat, c'est juste comme les enfants qui te suivent dans l'enseignement.
Complètement. Et moi, j'ai beaucoup de retours de mes clientes fidèles comme ça qui me disent, ben, en fait, voilà, la première fois, j'ai accroché parce que je sentais que c'était complètement sincère et spontané. En même temps, c'était clair parce que je donnais, c'était transparent. Elles avaient le sentiment, ben, voilà, nous, on a toute une gamme de bijoux empierrés avec des pierres de cristal fondues dans de la résine. Et ça, c'est des contraintes de fabrication qui sont fragiles. D'accord. Donc ça, si une personne me dit qu'elle ne retire pas ses bijoux, je vais lui demander de ne pas acheter ce genre de bijoux. On en a d'autres qui seront faits pour elle, mais voilà. Et le fait que ça, systématiquement, je le dise à mes clientes, ça instaure la confiance. Parce qu'elles pas en train de forcer se disent, ah ben, elle préfère que je n'achète pas ce bijou plutôt que je sois déçue. Et une sacrée éthique. Pour moi, c'est le seul moyen de fonctionner. Et en vente à domicile, on ne fonctionne qu'avec la recommandation. Donc en fait, si on n'est pas dans cette éthique-là, on ne peut pas durer. Donc toutes les autres vendeuses que tu côtoies chez Victoria ont cette même éthique, ont ce même fonctionnement. Moi, je les forme à ça en tout cas. Les tiennes, d'accord, ok. Et de toute façon, c'est vraiment là-dessus qu'on nous forme, nous aussi, responsables de secteur. Ça fait partie des valeurs de l'entreprise, respect, confiance. Donc c'est indispensable. Et c'est pour... Et effectivement, comme tu le dis, quand... moi, j'avais eu des expériences avec des vendeurs qui m'avaient mis très mal à l'aise. On les a tous connus, je crois. Et donc, pour moi, c'était pas un métier bien, la vente. C'était pas un métier bien, la vente. Et donc, d'avoir découvert ça... Mais tu l'as pas découvert finalement, puisque tu l'as fait toi-même dès la première vente, d'accord. Ça s'est fait tout seul. D'avoir découvert que je pouvais être comme je savais faire et que ça puisse fonctionner, ça m'a libérée. Parce qu'effectivement, je crois que cette démarche de comprendre l'autre, de pouvoir lui proposer quelque chose qui va lui convenir, me convient très bien. Oui, puis c'est un relationnel très doux, très chaleureux en fait. Il n'y a pas de violence dans un sens ou dans l'autre, quoi. On va chez les gens, donc il faut qu'ils aient envie de nous ouvrir leurs portes, il faut qu'ils se projettent à nous voir chez eux. Donc la relation est vraiment hyper importante. La relation dans la vente est toujours importante, mais là pour le coup, elle est indispensable. Donc pas d'obstacle pour vendre. Non. Est-ce que tu as vécu des obstacles si tu te projettes au tout début de Victoria? Alors je ne sais pas s'il faut voir dans les 5 premières années ou la bascule totale, mais il n'y avait déjà pas de mal de choses, c'est peut-être plutôt la première fois. Alors il a fallu que j'apprenne quand même pas mal de choses parce qu'effectivement au début on nous dit prends les bijoux et puis va chez les gens que tu connais. Donc on arrive à convaincre quelques personnes. Il y a certaines personnes qu'on n'arrive pas à convaincre. Ça a été dur pour moi, parce qu'il y avait des personnes de mon entourage en qui je croyais, je pensais qu'ils allaient facilement m'ouvrir leur porte pour m'aider. Point du tout. Donc ça a été... mais ça, j'ai lâché. C'est quoi que tu as travaillé? C'est le rejet? C'est le non? Ou c'est plus parce que c'est des personnes de ta famille et qui... Parce que finalement, elles ont le droit aussi de ne pas aimer ces bijoux-là. Mais toi, tu l'as pris perso, en fait, c'est ça que... Je pense qu'à l'époque, le non, je le prenais assez personnellement. D'accord. Mais j'ai lâché prise assez vite là-dessus. Et du coup, maintenant, je forme aussi les jeunes conseillères à être préparées à ça, en fait. À se dire que, oui, il y aura certainement des gens proches d'elles qui ne les aideront pas. Et c'est OK. Et c'est pas pour ça qu'il faut fâcher avec ces gens-là. C'est deux choses complètement différentes. Mais du coup, j'ai aussi appris à sortir de ma zone de confort parce que... Alors, elle était où? Parce que quand on t'entend, encore une fois, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de dureté. J'étais timide, en fait. D'accord. Voilà. Donc, quand j'avais été chez ma belle-mère pour la première vente, j'étais dans ma zone de confort. C'était déjà... OK. Mais je venais d'emménager dans la région quand même. Ça faisait 4 mois qu'on habitait ici. Alors, d'accord. J'avais de la famille à 3/4 d'heure, 1 heure d'ici, mais vers chez moi, non. Et j'avais envie de travailler vers chez moi. C'était quand même ce qui était pratique. Ça. Donc j'ai pris mon courage à 4 mains et je suis partie faire toc-toc chez mes voisines pour me présenter et leur porter des catalogues. Ça a été une expérience terrible, horrible. Vraiment pour moi, j'étais timide, aller frapper chez quelqu'un. Tu t'es fait violence. Oui, vraiment. La première expérience a été très dure.
En plus, je suis tombée sur une personne qui m'a très mal accueillie à la première maison. Donc, je suis rentrée chez moi. Mon mari m'a dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Je sais pas, ça s'est pas bien passé. Mais tu as fait combien de maisons? Bah, une. Ah bah, on va peut-être essayer une deuxième. Donc, je suis retournée. Et à la deuxième, j'ai été très bien accueillie par une voisine qui est maintenant une amie. Et donc, j'ai décidé de continuer. Et j'ai eu des bons retours, pas que des bons retours. D'accord. Mais j'ai eu des bons retours qui m'ont encouragée. Et cette démarche, effectivement, de prospection, d'oser parler de ça un petit peu, ça a été une vraie difficulté. Mais je pense que cette expérience d'aller toquer chez les voisins a été... parce qu'après, mon activité s'est vraiment déclenchée à travers quelques personnes, pas mes gens très proches. Non. Vraiment pas, hein. Mais par exemple, la prof de piano de mon fils. Oui, tu l'avais dit. Qui parlait de toi, à la maison, voilà, et à qui j'ai osé proposer un catalogue et expliquer ce que je faisais, parce que, qui m'a vraiment donné un coup de pouce, et puis d'autres personnes comme ça à qui j'ai pu parler de ce que je faisais, alors que on n'avait pas de proximité vraiment, et qu'on ne parlait pas non plus des heures ensemble. Indépendamment de la vente à domicile, comme ce que tu fais, tu dirais que les femmes ont besoin de travailler intérieurement pour oser casser un carcan, casser des comportements? Je pense effectivement que souvent les femmes, elles sont freinées intérieurement par plein de petites voix qui leur disent qu'il ne faut pas faire ça, il faut être gentil, il ne faut pas déranger, intervenir, il ne faut pas. Et alors que... c'est quand il faut... tellement à faire souvent. Toi, tu as fait quoi? Parce que ça fait plusieurs fois que tu parles de la notion de lâcher prise. Oui. Moi, on m'interpelle régulièrement sur cette notion. Comment on fait pour lâcher prise? Qu'est-ce que tu fais, toi? C'est quelque chose de physique? C'est une réflexion? C'est aller faire une activité? C'est quoi le lâcher prise pour toi? Alors, franchement, au début, ça se faisait un peu tout seul. Je ne sais pas ce que je faisais. Les premières années, quand il y a eu des moments de lâcher prise, souvent j'étais accompagnée, en fait. Ok. Parce que, voilà. Et j'ai eu la chance, en devenant responsable de secteur chez Victoria, d'être vraiment coachée par des personnes de qualité qui m'ont donné des vraies astuces. D'accord. Et celles que j'utilise encore beaucoup et que je transmets beaucoup, c'est parce que moi, je suis vite dirigée par la peur. Hein. La peur a tendance à venir. Alors, elle est souvent très intérieure. J'ai des collègues qui me disent des fois, non mais là, t'as peur? Oui, j'ai peur. Ça se voit pas. Bah oui, mais là, j'ai très très peur quand même. Excellent. Donc ça ne s'extériorise pas forcément, mais je le ressens fort. Et la plus grosse astuce qu'on m'ait dit, en fait, c'est de dire, qu'est-ce qui peut arriver de pire dans cette situation? Donc, retourner au mental, de prendre le temps. Et déroule le fil. Qu'est-ce que tu as peur? Souvent, le pire n'est pas vraiment très grave. Et du coup, une fois qu'on a posé ça, le pire, voilà. C'est comme des personnes qui n'osent pas passer un appel au téléphone. Enfin, moi, je sais que dans mes conseils, il y a énormément. La peur du téléphone est terrible. Je leur dis, au pire, qu'est-ce qui va se passer? Imagine, voilà, tu décroches. Qu'est-ce qui peut se passer au pire? Ah non, raccrocher au nez. Raccrocher au nez, on ne tombe pas au bon moment. Parce que c'est vraiment ça, le pire. Oh, j'ai peur de ne pas tomber au moment. Et donc, oui. Donc, si on t'appelle et que ça n'est pas le bon moment, que se passe-t-il chez toi? Tu ne vas pas répondre, peut-être bien. Ou alors, tu vas dire, excusez-moi, vous pourrez me rappeler? C'est ça. Ou raccrocher au nez aussi, parce qu'il y en a qui ne vont pas prendre les gants de... Excusez-moi, je suis... Et après, voilà, de se dire que quand, si on nous raccroche au nez ou qu'on n'est pas dispo ou quoi, que ça concerne l'autre personne et que c'est pas nous. Laisser la responsabilité à qui ça appartient. Donc ça, c'est les deux gros outils, effectivement. Et au bout de plusieurs années, tu parles encore de peur? Oui. Après, moi, c'est des peurs... la peur, je la ressens plus qu'au niveau personnel, avec mes enfants, en fait. D'accord. Au niveau professionnel, Tu as dû en passer un paquet quand même, là, ouais. Oui, c'est ça. Et puis, tu aimes la vie, en fait. Enfin, je ne sais pas si tu veux parler de ton projet, peut-être de bifurcation,
mais ça peut être une peur énorme de se lancer dans un nouveau challenge professionnel, parce que déjà passer de la fonction publique à Victoria, c'est quand même un bon géant. Et là, peut-être lancer un truc qui partirait peut-être de zéro, enfin, ça peut être énorme aussi. Et là, la peur, elle est là ou pas? Alors, elle est là un tout petit peu. Parce que le problème, enfin, c'est pas un problème du tout, mais moi, vraiment, quand j'ai des idées, ça me stimule puissance 10 000. Ok. Et, Très bien, c'est un et moteur. tout de suite, je me mets à réfléchir à un plan d'action. Je leur donne ce qu'il faut faire et dans quel ordre il faut le faire. Et ça, chez moi, c'est extrêmement stimulant. Donc, ça fait oublier un petit peu la peur. Passer à l'action fait oublier la peur. Oui, complètement. Et puis voilà, moi je suis beaucoup dans l'action. Et donc de ce côté-là, après, je sais aussi que. Et ça, je le dis souvent, il va prendre la grosse tête, hein. Mais mon mari, non, vraiment, il a toujours une posture qui me libère, vraiment. Il croit en toi. Voilà. Vas-y, Oui, ma chérie. vas-y. Ah oui, bonne idée. Ouais. Tiens, j'avais pensé, j'aimerais bien, pourquoi pas, fabriquer des cosmétiques à la maison chez des gens. Mais je ne sais pas, j'ai l'impression que dans le milieu de la vente à domicile, ça n'existe pas ce que j'aimerais. Bah, pourquoi tu le fais pas toi? Voilà. C'est un mari coach, hein. Oui, bah, et pourtant, pas forcément. Mais C'est une totale confiance en toi, oui, en tes capacités, voilà. peut-être mieux que toi, peut-être qu'il les Oui. voit de l'extérieur Oui, et c'est du ça, coup, en il dit, fait. elle fait ce qu'elle veut en général, quoi. Oui, c'est ça, oui. Je pense qu'effectivement, il le sait. Il me dit souvent, mais n'attends pas des autres qu'ils aillent aussi vite que toi, c'est pas possible. C'est vrai que ça peut frustrer. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai que ça fait partie des choses pour lesquelles Tu travailles encore. l'entrepreneuriat. Oui, je travaille encore, mais l'entrepreneuriat m'a clairement libérée. Ok. Parce que dans la fonction publique, ça imposait mon rythme, je pouvais pas. Ah ben non. Et non. Non. Et moi, j'aime quand ça va vite, j'aime quand ça répond. Tu aimes prendre des initiatives, ce oui. qu'on ne demande pas forcément aux Voilà. fonctionnaires d'une manière générale, C'est donc ça. Compliqué. Oui. Et qui n'est pas forcément bien vu quand on le En fait. plus. Donc, non seulement on ne l'attend pas de moi, mais en plus, quand je le fais, c'est pas forcément bien vu. Là, mes initiatives sont toujours bien vues, bien prises, et c'est du moteur. Et puis, alors même si j'ai un cadre, hein, parce que je suis indépendante, j'ai un statut d'entreprise, mais j'ai quand même un siège. Oui, il y a une structure. Voilà. Il y a une structure. Je m'organise complètement comme je veux, mais il y a une structure, mais qui ne me contraint pas. De toute façon, tous les entrepreneurs doivent référer à un prestataire, à leurs clients, enfin, il y a des la limite de l'entrepreneur libre. Non, mais il y a forcément en plus des règles, hein. C'est la vie. Hein. C'est ça, c'est la vie, les règles du jeu. Voilà. Il faut. Mais il suffit que le cadre soit suffisant pour qu'à l'intérieur, tu puisses réaliser tout ce que tu aimes faire, en fait. Au niveau émotionnel, tu as parlé des peurs. Est-ce qu'il y a des grandes joies que tu vis dans cette vie d'entrepreneuse? Alors, des joies variées, parce que sur des moments de reconnaissance, ça fait toujours effectivement du bien d'être reconnu par l'entreprise par laquelle on travaille et mise à l'honneur pour ça. Mais c'est surtout au quotidien, en fait, moi, ce qui me fait vraiment avancer, c'est que les gens soient satisfaits et aient envie de me suivre et me fassent confiance. Et donc, ça veut dire qu'il y a de la fidélité, c'est pas un coup qu'on achète des bijoux Victoria, des bijoux avec toi, voilà. On y revient. Il y a vraiment ça. Moi, j'ai des clientes, oui, très fidèles depuis des années. Des années. Des années. Okay. Et alors, des fois, il y a des petites pauses, mais voilà, elles reviennent quand même facilement quand je les y invite. Et au niveau de mes équipes, puisque je suis manager et je sais que voilà, mes managers de premier niveau ou mes conseillères m'accordent grande confiance. Et j'ai réussi à les maintenir dans cette activité qui n'a pas forcément été facile sur les années Covid. Elles sont toutes restées avec moi. D'accord. Belle satisfaction. Voilà. Et les relations qu'on a, pour moi, sont des relations qui permettent l'épanouissement dans le travail de chacune. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose qui me plaît. Puisque quelque part, quand je suis devenue enseignante, il y avait cette transmission que j'aimais, mais il y avait aussi cette idée de permettre à chacun de grandir. Et voilà,
pour moi, l'école pouvait être un ascenseur social. Ou, voilà, c'est pas toujours facile dans le contexte qui est celui actuel. là. Et là, je l'ai trouvé quelque part. Parce que oui, on peut devenir vendeur à domicile sans prérequis. N'importe qui peut le faire. Et j'ai vu réussir des gens radicalement différents, avec des profils et des parcours radicalement différents, et pouvoir parfois changer leur vie, parfois quitter aussi un job, travail dans lequel ils ne s'épanouissaient pas. Donc j'ai trouvé ce pourquoi qui m'animait aussi, j'ai pu l'exploiter ici. Le management, tu as dû l'apprendre. Ouais, alors ça j'adore. Mais vraiment c'est la plus belle découverte en fait, le management, parce que le travail avec l'humain me passionne vraiment. Et à travers le management, j'ai appris beaucoup d'outils juste de communication et de mieux vivre ensemble. Et ça simplifie la vie en fait. Mais pas que dans la sphère professionnelle, non, en fait, c'est ça. Toute la vie. C'est ça. Pour comprendre les gens de notre entourage, pour toute situation. Nos enfants, parce que c'est du management aussi, les enfants. Parce que c'est vrai que ma directrice nous dit souvent, moi j'ai fait mes premiers tests de management avec mes enfants. C'est ça, c'est nos meilleurs coachs, les enfants. Oui. Et souvent, quand on nous parle d'outils, on a tout de suite la référence avec nos enfants. Systématique. Ah oui. Dans les 2 ans qui viennent, qu'est-ce qu'on te souhaite ? D'avancer. Ça, il n'y a pas trop de soucis. Non, je recule pas, on est d'accord, mais Franchement, je ne sais même pas si j'ai besoin qu'on me souhaite vraiment quelque chose ou pas. Qu'est-ce que tu aimerais vraiment vivre dans les 2 ans qui viennent ? Alors, il y a 2 choses peut-être différentes. De retrouver une activité plus simple pour mes conseillères qu'elle ne l'est à l'heure actuelle. Et de par la conjoncture, en fait. Voilà, de réussir à pas les sécuriser, mais parce qu'il y en a beaucoup qui sont en période de doute. C'est une période de doute pour tout le monde dans tous les domaines, donc forcément, c'est compliqué. voilà. Et puis, pourquoi pas de développer ce projet plus personnel qui me tient à cœur, en sortant des bijoux et en revenant à mes premières amours qui étaient la chimie et qui est aussi la nature et bien. Donc voilà, pourquoi pas de développer. Et encore avec du relationnel, parce que c'est un besoin aussi pour toi. Oui, complètement. Donc c'est pour ça que ça ne serait pas fabriquer quelque chose dans mon petit laboratoire, mais de transmettre et de faire aux gens, pourquoi pas. La transmission est un fil conducteur. Oui, complètement. Mais vraiment, ça, et je dis, depuis toute petite, j'ai senti ça vraiment fort. Merci beaucoup. 2 dernières questions. Quel conseil tu te donnerais à ton toi d'avant la création d'entreprise ? Donc pareil, au début des 5 ans de disponibilité ou à la bascule, qu'est-ce que tu aurais aimé entendre ? N'écoute que ta petite voix qui t'anime en fait. N'écoute pas toutes les autres qui viennent pas de toi. Ouais, mais des fois, celle qui vient de nous est très négative. La fameuse « tu es nul, tu te prends pour qui de Alors penser faire ça ?» fais-toi confiance du coup. Fais-toi confiance. Mais sauf que toi, tu n'as pas eu en fait ces petites voix intérieures qui cassaient, qui te disaient « mais tu es qui pour penser réussir ? Tu es qu'une fonctionnaire, de toute façon, il faut rester dans le carcan. » Enfin, tu n'as pas eu ces voix-là intérieures ? Si, parce que j'ai quand même hésité. J'ai quand même, oui. Mais il y avait une autre petite voix qui essayait de se faire entendre, c'est ça que tu veux dire ? Moi, j'avais une voix vraiment au fond qui me disait « mais t'as envie de ça ? T'as envie ?» C'est vraiment le petit diable et le petit ange, quoi. Vraiment, ça te plaît, tu vas pouvoir passer plein de temps à travailler, mais dans le plaisir en fait. Parce que voilà, je sais que on en parlait un petit peu tout à l'heure, dans une phase de crise
d'envie de travailler. Oui, le monde du travail est en voilà, mutation. Est en mutation importante. Mm. Et il est vrai que je parlais avec une cliente, son fils est passionné par ce qu'il fait, il vient de sortir de l'école, il travaille énormément et il se fait gronder parce qu'il allume son ordinateur le week-end. Mais effectivement, après, quand on fait quelque chose qui nous plaît, les délimitations spatio-temporelles n'existent plus vraiment. Mais parce que j'aime pas cette notion finalement de travail, je fais quelque chose qui me plaît. En plus, je peux gagner de l'argent avec. C'est quand même merveilleux. Mais voilà. Mais il y a certaines personnes qui pensent d'ailleurs que c'est une conséquence. Tu gagnes de l'argent parce que tu es aligné avec qui tu es profondément. Et que si tu ne gagnes pas de l'argent, c'est que visiblement, il y a quelque chose où tu n'es pas à ta place, quoi, en fait. Donc moi, l'idée, c'est vraiment de suivre, peut-être plus que la voix intérieure, suivre ses envies et ses besoins. En fait. Écouter, savoir écouter. Ce qui rend heureux. Ce qui nous fait vibrer, ouais. Mais avec les peurs, comment tu l'écoutes? Ça, c'est souvent une question que moi, j'ai. Et en fait, c'est souvent fais ce que tu fais sans effort, fais ce que tu fais et que tu ne vois pas le temps passer. Enfin, il y a plein d'indices, en fait. Pour le détecter. Tu avais ça? Oui. Tu étais porté, tu étais comme les sportifs, dans le flow, quoi. Oui. C'était... J'ai du mal à me reconnecter à ce que je ressentais à l'époque, maintenant, mais... après, j'ai toujours été du coup dans l'action très fort et ça, c'est vrai que ça fait tomber les peurs. C'est le meilleur antidote à la peur. Ça fait tomber les peurs, c'est pour ça que la procrastination est la pire amie, enfin la meilleure amie de la peur. Mais ça, c'est effectivement quelque chose à lutter. Mais toi, tu n'es pas une procrastinatrice, donc tu ne connais pas ça. Non, parce que moi, il faut au contraire... après, j'ai appris aussi à m'organiser, à trouver des outils qui me convenaient personnellement pour optimiser tout ça. Parce que, on peut se disperser. Même si on aime l'action, voilà, le risque, c'est des fois de vouloir faire 10 choses en même temps et du coup, d'avoir une frustration de ne pas avancer. Donc, c'est sûr qu'il y a des outils qui peuvent aider. Mais effectivement, le fait de se dire, allez, je vais faire, ça fait tomber les peurs. Parce que, très souvent, moi, quand j'ai peur, c'est la nuit. Petit vélo, il se met en route la nuit. Dès qu'on se lève le matin et qu'on commence à faire quelque chose, tout de suite, tout semble un petit peu... C'est vrai. Mais enfin, pourquoi j'ai eu peur de ça? Mais c'est n'importe quoi. Oui. Et oui, mais il faut se faire violence. Il ne faut pas juger non plus. La peur est un signal... Utile et vital. Malheureusement. Il est mal calibré parce que c'est toujours le même cerveau qui s'active depuis la nuit des temps pour que l'humain survive. Mais en fait, maintenant, il n'y a plus de problème de survie normalement. Enfin, c'est ça. Très rarement. Oui. Donc effectivement, on est mal calibré de ce côté-là aussi par plein de paramètres. Et les femmes un peu plus que les hommes. Oui, tout à fait. Merci beaucoup Isabelle, c'était un super plaisir. moment. Un mantra, une citation, un mot, quelque chose pour finir ton interview? Alors, je pense que je vais la dire déformée. Vas-y. Parce que c'est pas grave, mais vous la connaîtrez, vous la remettrez à live. C'est un petit peu... s'ils ne savaient pas que c'était impossible, du coup, ils l'ont fait. Enfin, je sais plus comment ça se passe. Ils ne savaient pas que c'était impossible. Alors ils l'ont fait. C'est ça, exactement. Un système de croyance, ce que tu crois, tu vas le voir. Si tu crois que c'est impossible, tu ne le feras pas. Il paraît que le bourdon, normalement, si tu appliques toutes les règles d'aéronautique, etc., ne pourrait pas voler. Lui, il ne le sait pas, il vole. J'adore la blague des petites grenouilles qui montent la tour Eiffel. Ah, je ne connais pas celle-là. En fait, il y a plein de grenouilles qui vont faire une super course. Elles montent toutes les marches de la tour Eiffel. Pour des grenouilles, c'est quand même beaucoup de marches et un petit peu fatigant. Et en fait, donc, ils commencent à monter. Et il y en a tout de suite une qui dit « Mais on n'y arrivera jamais, mais on n'y arrivera jamais !» Et donc, au fur et à mesure, en fait, il y a de moins en moins de monde parce qu'à force de dire qu'on n'y arrivera jamais, que c'est trop dur, tout le monde finit par se décourager ou n'y va plus. Et il y en a une qui arrive tout en haut. Et là, du coup, on lui dit « Mais comment tu as fait ?» Elle est sourde. Elle enlève ses boules caisses. Excellent. Donc, n'écoutez pas les petites voix autour de vous qui vous disent que c'est pas possible. Excellent. Je vais la replacer, celle-là. Merci beaucoup, Isabelle. De rien. Et bonne continuation.